Bonjour, alors aujourd'hui on va voir deux joies simples de la vie. D'une part, le coloriage, et d'autre part, la théorie des représentations. Alors ces deux joies simples de la vie peuvent être aussi en connexion avec une troisième joie simple de la vie, c'est-à-dire le problème d'agrègue. Ça pourrait faire un très joli problème d'agrègue parce que finalement c'est à la fois dans le programme d'agrègue, et c'est assez transversal, c'est assez original, c'est assez élégant. Donc ça pourrait faire... je dis ça, je dis rien. Voilà. Le coloriage, eh bien, on prend un groupe et on agit sur un ensemble fini, d'accord? Donc un groupe G qui agit sur un ensemble fini. Et on veut colorier les éléments de X, c'est-à-dire leur assigner une couleur, et ensuite compter les coloriages possibles modulo l'action de groupe. Alors ça, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Le théorème qu'on avait vu, c'était le théorème de Polya, et je vais le rappeler. Donc si G agit sur X, X de cardinal N, le polynôme générateur de coloriage à k couleurs de X peut s'écrire comme ceci. Alors le polynôme générateur de coloriage de X, ça va être, il va être somme de monômes, et ces monômes vont dire de combien de façons modulo G on va pouvoir colorier X avec un nombre, on va dire MJ, de couleurs J données. Voilà. Alors, ce polynôme, il est donné ici. Alors, il faut savoir qu'on fait la somme pour petit g dans grand G, on fait la moyenne, disons, et ici, on a un produit de somme de Newton. Ça, c'est PJ, c'est la jm somme de Newton, avec des exposants, et MJ de G, c'est le nombre d'orbites de cardinal J pour l'action du sous-groupe engendré par G sur X. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça que l'on a. On s'est donné un exemple assez facile, c'est quand X c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, que j'écris cycliquement comme ceci, K est égal à 2, c'est le nombre de couleurs, G c'est Z sur 4Z qui va agir par plusieurs permutations cycliques comme ça sur X, et quand on fait le calcul de P, comme ceci, d'accord? Donc évidemment, P1 ça va être x1 plus x2, P2 ça va être x1 carré plus x2 carré, etc. Bon, il n'y a pas trop de problème. Les nombres d'orbites, voilà, on les calcule, et quand on fait le calcul, on va obtenir ce polynôme-là. Comment interpréter ce polynôme-là? Alors, bon, le plus intéressant dans ce polynôme, c'est ce monôme-là, parce qu'il a une multiplicité de 2. Eh bien, ce 2 va exprimer que on va pouvoir colorier de deux manières modulo G, modulo l'action cyclique, avec deux couleurs, on va dire, noires, et deux couleurs blanches, cet ensemble-là. Effectivement, les représentants, ça va être blanc, blanc, noir, noir, et blanc, noir, blanc, noir, ici. Voilà les deux. Et on voit bien qu'on ne peut pas passer de lui à lui par une permutation cyclique. On ne peut pas tourner pour aller de là vers là, évidemment. Et donc, le 2 exprime ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre formulation de notre polynôme générateur P. On va supposer pour ça que l'action est fidèle, que l'action de G est fidèle. Bon, ça, c'est quelque chose, une supposition, une hypothèse complètement indolore, étant donné que, quitte à quotienter par le noyau de l'action, on peut toujours supposer que l'action est fidèle sur X. Et ça ne change pas la nature fondamentale de l'action, ni la nature du coloriage modulo G. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que G, maintenant, va s'injecter, puisque l'action est fidèle, on sait que G s'injecte dans le groupe de permutation de X, qui est isomorphe à Sn. Donc on va pouvoir supposer, sans perte de généralité, que G est un sous-groupe de Sn, et ça ne change rien à notre problème de coloriage.
Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Le fait que G soit un sous-groupe de Sn, ça veut dire que chaque élément de G va avoir une décomposition en cycle à support disjoint, hein, dont on peut regarder les longueurs. Alors ces longueurs de cycle, je rappelle que le cycle de longueur 1 compte aussi, hein. Ces longueurs de cycle, on regarde le nombre de cycles de longueur J donnés, et on va les regarder en décroissant, ce qui va nous donner ce qu'on appelle une partition, hein, de n. Alors, à G, donc on peut associer une partition de n. Donc ici, hein, vous avez donc mj de G va devenir le nombre, ce qui était ici, c'est-à-dire le nombre d'orbites de cardinal J pour l'action de G du groupe engendré par G sur X, ça va devenir le nombre d'orbites de cardinal J pour l'action de G, mais cette fois-ci sur l'ensemble 1n. Donc d'une permutation, du sous-groupe engendré par une permutation, sur l'ensemble des éléments allant de 1 à n. Mais ça, c'est les longueurs de cycle. Donc les mj de G deviennent la taille des cycles de longueur J dans la décomposition en cycle à support disjoint de G. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc on sait que à un élément G de Sn, on peut lui associer une partition, ce que je vous disais tout à l'heure, de n, hein, d'accord. Donc par exemple ici, hein, on a Z sur 4Z, donc ça agit évidemment de façon fidèle, hein, sur X, donc il y a le noyau trivial, et donc là c'est le 4 cycles, hein, d'accord, G est engendré par le 4 cycles 1, 2, 3, 4. Donc la partition de 4 que l'on obtient, donc on voit G comme un sous-groupe de S4, et on va avoir dans G 1, 2, 3, 4, lui correspond à la partition 4 de 4. C'est-à-dire 4 c'est égal à 4 tout seul. Il va y avoir dans l'autre sens 1, 4, 3, 2 qui va correspondre aussi à la partition 4. Quand on va élever 1, 2, 3, 4 au carré, là on va obtenir donc la symétrie centrale, ou si vous voulez le demi-tour, qui envoie 1 sur 3, 3 sur 1, 2 sur 4 et 4 sur 2. Donc là, la partition associée, c'est 2, 2. Alors là, ça ne se voit pas tellement que c'est par ordre décroissant, mais c'est par ordre décroissant, parce que c'est décroissant au sens large. Et puis, bien sûr, il y a l'incontournable élément neutre, et lui, sa partition associée, c'est 1, 1, 1, 1. Donc que des partitions de 4, hein, c'est-à-dire que quand vous sommez, ça fait 4, et c'est en ordre décroissant. Bon, là on ne le voit pas tellement. Désolé, il aurait fallu un exemple un peu plus compliqué pour qu'on voit cette décroissance. Mais sachez par exemple qu'un 3 cycles dans S4, la partition associée, c'est 3, 1. Voilà, 3,1. Voilà. Bien. Alors, en quoi ça change notre vision des choses? On va maintenant pouvoir relier ce polynôme générateur avec des éléments peut-être un peu plus familiers. Alors, regardez. Dans un premier temps, on va écrire P comme 1 sur cardinal de G, somme de G dans G, et là, c'est simplement le polynôme de Newton, qu'on va appeler P indice lambda G. Donc lambda G, donc, je vous rappelle, c'est la partition associée à G, qui maintenant est dans Sn. Et ce qu'on va appeler P lambda G, c'est le produit des PJ et MJ de G. Donc j'ai rien fait du tout, hein, d'accord. Donc en gros, quand vous avez une partition, par exemple 3, 1, vous pouvez lui associer un polynôme, hein, de Q de x1 jusqu'à xk, k c'est le nombre de couleurs, et pour 3, 1, ça va être P3 fois P1. D'accord ? P3 fois P1, associé à la partition. Donc vous avez ça. Donc ça, pour l'instant, on n'a rien fait. Mais, en revanche, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a vu, bien sûr, comment on démontrait
ceci ça a été démontré dans la vidéo précédente, mais on a vu aussi que autant les orbites dépendent de G, autant le nombre d'orbites ne dépend que de la classe de conjugaison de G. En fait, dans SN, on sait que les classes de conjugaison sont justement caractérisées par les partitions. Voilà. C'est-à-dire que deux éléments de SN sont dans la même classe de conjugaison, sont conjugués dans SN, si et seulement si ils ont exactement le même nombre de cycles de longueur J. Hein, donc les partitions sont les mêmes. Donc on a ça, hein, c'est pour ça que c'est si important les partitions dans SN, et dans la combinatoire en général, c'est parce que ça signe les classes de conjugaison qu'on appelle un invariant total. Donc maintenant, je vais pouvoir partir, au lieu de partir de G, je vais pouvoir regrouper tous ces éléments-là lorsqu'ils sont égaux. Je vais partir d'une classe de conjugaison, c'est-à-dire je vais partir d'une partition de n, et combien je vais avoir de P lambda, ici, de polynômes de type P lambda, donc qui est le P lambda, c'est le produit des lambda I, où lambda I, c'est les éléments de la partition lambda, et je vais en avoir exactement le cardinal de l'ensemble des éléments de G qui ont pour longueur de cycle associée lambda. Partition de longueur de cycle associée lambda, c'est-à-dire G inter, la classe de conjugaison associée à lambda. Voilà. Bon, eh ben, on n'a pas fait grand-chose, en fait, on n'a rien fait, finalement, de formel, on n'a fait que de la tautologie, mais on va voir que ça va nous relier le coloriage avec, hein, là on a des classes de conjugaison, avec quelque chose de beaucoup plus profond qui est la théorie des représentations. Alors maintenant, on va naviguer à vue du monde des coloriages vers la théorie des représentations. Regardez, on a G maintenant un sous-groupe de Sn, on a P ce polynôme, on va le réinterpréter avec la théorie des représentations de Sn. Alors, d'abord, on va regarder ce qu'on appelle l'espace homogène, donc l'ensemble quotient Sn sur G. C'est pas n'importe quel ensemble, c'est pour ça qu'on l'appelle un espace homogène, c'est-à-dire qu'il est muni d'une action de Sn à gauche, tout simplement. Quand vous écrivez sigma et vous le faites agir sur la classe, donc un élément de grand Y, donc la classe de taux, hein, du G, ça fait sigma taux G. Donc c'est vraiment une action toute simple. Je vais regarder Y comme un ensemble avec des représentants ici, et je peux regarder formellement un espace vectoriel dont, sur C, hein, de dimension S, S c'est l'indice de G, et tel que une base de cet espace, ce sont ces éléments-là. En fait, je fais de cet ensemble de cardinal S un espace vectoriel de dimension S, et dont ces éléments forment la base canonique, en quelque sorte, hein, de cet espace. Donc cet espace, je peux dire que c'est Cn. Et maintenant, je vais construire une représentation. Alors c'est une représentation vraiment très familière, ce qu'on appelle les matrices de permutation. Alors, à un élément de Sn, je vais associer non pas la matrice de permutation de cet élément, hein, qui serait une matrice Nn, mais la matrice de permutation SS, de taille carré de taille S, qui correspond à la permutation que cet élément crée sur cet ensemble, puisque Sn agit là-dessus, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, à sigma, je lui associe la matrice de permutation, bon, il y a trop de choses qui s'appellent P, donc j'appelle pi, la matrice de permutation, pi indice sigma, qui a
en quelque sorte l'élément yi, on lui associe, qui est dans la base, on lui associe sigma de yi, qui est aussi dans la base. Donc c'est bien une matrice de permutation. On a construit de manière évidente une représentation, parce que Sn s'envoie sur S indice petit s, d'abord, et ça c'est un morphisme de groupe, c'est ce qu'on appelle le morphisme de l'action sur Y, et à S indice petit s, eh bien, on lui associe sa matrice de permutation, sa vraie matrice de permutation, et on sait que l'application qui a une permutation associe sa matrice de permutation, c'est un morphisme de groupe. Bon, c'est fait pour. Donc, on sait qu'il est intéressant de regarder son caractère. Alors, qu'est-ce que c'est que le caractère? Par définition, le caractère, c'est la trace de la matrice qu'on obtient ici. Donc, si j'appelle ρ cette représentation, ce que je vais appeler le caractère de ρ, qui est indice ρ, c'est l'application qui à sigma donne trace de pi sigma. Bon, vous le savez, la trace d'une matrice de permutation, c'est le nombre d'invariants. Donc on va regarder le cardinal de l'ensemble des invariants par sigma. D'accord, sigma qui agit là-dessus, et on va regarder les éléments qui n'ont pas bougé. Donc, c'est le cardinal de l'ensemble des classes tau g, puisque ces éléments ne sont rien d'autre que des classes modulo g, telles que sigma tau g est égal à tau g, d'après ce qu'on a là. Alors, maintenant, ça veut dire que tau moins 1 sigma tau est dans G. Au lieu de regarder les taux G, je vais regarder juste les taux, et je vais diviser par le cardinal de G. Bon, évidemment. Donc maintenant, je suis en train de chercher le cardinal des taux, donc des permutations, telles que tau moins 1 sigma tau appartient, alors pour l'instant, juste à G, divisé par le cardinal de G. Mais si maintenant tau moins 1 sigma tau est égal à G, dans grand G, c'est que sigma et G sont dans la même classe de conjugaison, dans Sn. Et cette classe de conjugaison, c'est la classe qui est associée, comme on a dit tout à l'heure, à la partition lambda de sigma. Donc, je rajoute ce G inter C lambda sigma. Regardons tau moins 1, on regarde quel est le cardinal des taux, tel que tau moins 1 sigma tau égale G, avec G conjugué à sigma. On sait qu'il y a au moins une solution, puisqu'ils sont conjugués, et que ces solutions tau sont modulo le commutateur. C'est une classe, l'ensemble des solutions, c'est une classe modulo le commutateur de sigma. D'accord, ça c'est bien connu. Et je vais appeler Z indice lambda, lambda de sigma, le cardinal, ou l'ordre si vous voulez, de ce commutateur de sigma. Alors entre parenthèses, je peux l'appeler Z indice lambda de sigma parce qu'il ne dépend, autant le commutateur de sigma dépend de sigma, autant le cardinal de ce commutateur ne dépend que de la classe de conjugaison. Bon. Alors, ce qui va me faire que, au final, qui ρ de sigma, c'est Z lambda, c'est le nombre de solutions, fois le nombre de G possibles, donc le cardinal de C lambda inter G, et divisé par le cardinal de G. Alors lambda, c'est lambda de sigma. D'accord, je ne l'écris pas parce que ce serait inutile. Bon, voilà. Lambda, c'est lambda de sigma. Alors, regardez, maintenant, ça commence à ressembler à des choses qu'on a ici. Ça veut dire que P est égal à, vous voyez, le 1 sur cardinal de G et le cardinal de C lambda inter G, donc ce quotient-là, on va pouvoir l'écrire qui ρ de sigma sur Z lambda. Mais on sait que la trace ne dépend pas de l'élément pris dans la classe de conjugaison. D'accord, la trace est invariante par conjugaison.
Donc au lieu de regarder sigma, ici, je peux regarder en fait uniquement lambda. Okay, c'est-à-dire la partition qui signe la classe de conjugaison de sigma. Voilà. Donc j'appelle ça chi rho de lambda au lieu de chi rho de sigma, puisque ça ne dépend que de la classe de conjugaison qui, elle, ne dépend que de la partition. Et voilà maintenant ma nouvelle formule transformée ici. Voilà, comme par miracle, par la théorie des représentations. C'est pas encore fini. Pour l'instant, vous n'aviez pas grand-chose à savoir sur la théorie des représentations, juste que une représentation, c'est un morphisme de groupe vers des matrices carrées, bon, voilà, et puis que le caractère, c'est la trace. Voilà. Bon, ça, c'était pas énorme. Bon, alors maintenant, on va prendre quelque chose qui est toujours au programme d'agrègue, le théorème de Mash, le théorème de décomposition. Rho, la représentation ρ de première partie, elle se décompose en somme directe de représentations qu'on appelle représentations irréductibles. Mais des représentations irréductibles, ça aussi c'est un théorème qui dit que les représentations irréductibles, il y en a à isomorphisme près, autant que de classes de conjugaison. Bon. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir paramétrer les représentations irréductibles par les classes de conjugaison, ou mieux par les partitions de n. Donc ça veut dire que ρ se décompose en somme avec des multiplicités qui sont des entiers positifs, A indice mu, ρ mu, et ρ mu c'est des représentations irréductibles. Donc elles sont assignées une fois pour toutes, elles ne changent pas. Elles sont dans la table de caractères de SN, elles sont dans l'atlas des groupes, voilà. Donc c'est quelque chose c'est des abacs, si vous voulez. C'est des choses qui sont bien fixées, ces représentations-là, alors que ça peut changer en fonction du groupe G, parfois groupe varie. Voilà. Alors, à partir du moment où ρ est somme directe de représentation, vous avez chi ρ qui va être égal à somme de A mu, on regarde les caractères associés à ces représentations irréductibles, donc on va avoir la même formule ici avec les caractères. Ce qui nous donne envie de regarder les polynômes S mu égale chi ρ mu, une somme pour lambda partition de n, de chi ρ mu de lambda, sur z lambda, p lambda. De sorte à ce que ces S mu soient très utiles pour les coloriages, puisque le polynôme générateur des coloriages, ça va devenir, d'après cette formule et celle-ci, ça va devenir tout simplement A mu S mu. Voilà. Une somme pour tous les mu, toutes les partitions mu de n. Voilà. Donc ça nous fait une formule simplissime, mais elle est composée de quoi? Quand même d'objets qui sont en lien avec à la fois la combinatoire et la théorie des représentations. Alors, les A mu, eux, ils s'obtiennent à l'aide de théorèmes un peu savants de théorie des représentations. Pourquoi? Parce que, alors là, on va faire juste du hors-programme, mais c'est juste pour la discussion. Cette représentation qu'on a construite ici, on l'appelle la représentation induite de la représentation triviale de G vers Sn. Voilà. C'est une Sn représentation qui est induite, ce qu'on appelle induite, de la représentation triviale. Et on a des théorèmes qui nous donnent les A mu, c'est-à-dire la décomposition d'une représentation induite, ρ est une représentation qu'on appelle induite, de la représentation triviale, ça fait comme c'est la représentation triviale, ça fait généralement des formules très très simples, et on a des formules qui nous donnent ces A mu. Voilà. Donc pour les A, on connaît, c'est assez facile, en plus il y a quelque chose qui vient trivialiser le calcul des A mu, c'est ce qu'on appelle le théorème de réciprocité de Frobenius. Bon,
là, encore une fois, c'est des choses qu'on peut atteindre. Tout ce dont je parle, vous pouvez le trouver dans l'histoire hédoniste de groupe et de géométrie, hein, dans le chapitre 5 d'une part, et après c'est repris dans le chapitre 11 en exercice avec des exemples. Bien. Donc ces AMU, on peut les calculer concrètement. On va faire des petits exemples tout à l'heure. Maintenant, les SMU, alors ça c'est encore plus magnifique, c'est des polynômes de Schur. Donc ces polynômes-là sont des polynômes symétriques, hein, à k indéterminé, hein, et ça s'appelle les polynômes de Schur. C'est un peu le Graal des combinatoristes, et parce que ça fait le lien entre la combinatoire et la théorie des représentations. Alors maintenant, on va attaquer des petits exemples. Alors, c'est des exemples où il va falloir peut-être admettre certaines petites choses, d'une part de la combinatoire sur les polynômes de Schur, et d'autre part sur la théorie des représentations. Mais vous allez voir comment on peut vraiment bien s'amuser, hein, vraiment mettre des couleurs dans notre vie grâce à la théorie des représentations. Alors, avant d'attaquer l'exemple, on va bien regarder dans les yeux ce polynôme de Schur. On va prendre mu, une partition de n, et bien S mu, il a justement une double interprétation. C'est cette transversalité qui est magnifique. D'une part, vous pouvez le dire avec de la théorie des représentations, donc vous l'écrivez avec des caractères de représentation irréductible de Sn. Bien sûr, bon, avec ici les polynômes de Newton, dont on sait qu'ils forment une famille génératrice sur un corps de caractéristiques nulles, des polynômes symétriques. Et donc là, vous avez la théorie des représentations. Et d'autre part, vous avez la combinatoire qui va vous donner une autre interprétation, hein, par des tableaux de Young semi-standards. Donc on va expliquer ce que c'est sur l'exemple. Hein. Et donc ce petit schéma résume en quelque sorte le cœur de l'histoire d'amour qu'il peut y avoir entre les théoriciens des représentations et des combinatoristes. La combinatoire permet de faire des calculs pour la théorie des représentations, et même des calculs combinatoires, donc des calculs de coefficients qui sont des antipositifs, et inversement, la théorie des représentations donne corps avec des espaces, des représentations, de la géométrie, à des problèmes de combinatoire. Hein. Donc c'est une magnifique situation win-win entre les deux thématiques. Voilà. Alors on va expliquer un petit peu tout ça sur l'exemple. Hein. On va prendre n égale 4 et on va regarder, puisque on va travailler sur des polynômes symétriques à k variables, hein, on va dire k égale 2. Hein, on va se donner k égale 2 comme on avait tout à l'heure. Hein, k c'est le nombre de couleurs. Alors, quand on va prendre la partition 1, 1, 1, 1, qui va être la partition associée à la représentation triviale, eh bien, donc ici, on prend mu égale 1, 1, 1, 1. Les tableaux de Young standard, semi-standard, pardon, de forme 1, 1, 1, 1, eh bien, ça va être, vous allez prendre les nombres de 1 à 2, et vous allez remplir ces cases, donc 1, 1, 1, 1, d'accord, voilà, vous mettez une case, une case, une case, une case, et vous allez remplir ces cases de sorte à être en croissant, d'accord. Donc vous allez avoir 1, 1, 1, 1, donc par exemple, là, vous avez 1, 1, 1, 2, ça va être un tableau, quand vous allez mettre 1, 1, 1, 2 ici, vous allez avoir un tableau semi-standard de taille 1, 1, 1. Donc le monôme associé xt, ici, évidemment, ça va être x1 au cube fois x2. Donc vous voyez qu'avec la règle de la montée en croissance large, eh bien, vous allez avoir x1 puissance 4 avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, et 2, 2, 2, 2, ici. Et donc vous allez avoir la somme de tout ça, donc S
ici, ça va être cette somme. Voilà. Calculons S de 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. C'est un décroissant au sens large, donc c'est bien une partition de 4. Alors, donc là, maintenant, on va dessiner le tableau comme ceci. Donc on met deux cases comme ça et deux cases comme ça. D'accord? Et on remplit. Mais maintenant, la règle, c'est toujours que sur les lignes, il faut que ce soit croissant au sens large, mais sur les colonnes, il faut que ce soit croissant au sens strict. Donc vous n'avez qu'une seule façon de remplir avec des 1 et des 2, bah vous pouvez vous convaincre que c'est 1, 1. Vous êtes obligé de mettre des 1 là, parce qu'ici vous êtes obligé de mettre des 2, hein, pour que ce soit strictement croissant. Et là, vous allez avoir 1, 1, 2, 2, c'est la seule possibilité. Donc vous avez S de 2, ça va être x1 carré, parce que vous avez ça, et x2 carré. Maintenant, si vous prenez S3, 1, alors là, ça va être plus dur. Regardez, S3, 1. Donc vous prenez 3 cases et une case ici. Il faut que ce soit croissant sur les lignes, mais strictement croissant sur les colonnes. Donc pour k égale 2, ben ça va être impossible de remplir ça, hein, parce qu'on ne pourra pas avoir une suite strictement croissante avec 3 éléments parmi 1 et 2. Maintenant, si k égale 3, donc S3, 1, ce sera 0, hein, pour k égale 2. Mais pour k égale 3, on va avoir S3, 1. Ça va être quoi? Bah, comment on va pouvoir remplir? Bah, là, je vais pouvoir mettre 1, 2, 3, parce que k égale 3. Et ici, je peux mettre ce que je veux, soit 1, soit 2, soit 3. Ce sera croissant au sens large. Donc ici, vous allez avoir x1 carré si vous mettez 1. Vous allez avoir x1 carré, x2, x3. Si vous mettez 2, bah, vous avez celui-ci. Et si vous mettez 3, celui-ci. Et c'est la somme de tous. Donc S3, 1 pour k égale 3, c'est ça. Voilà un petit exemple. Et maintenant, on va l'appliquer pour notre exemple courant. Donc on a z sur 4z qui agit cycliquement. D'accord? Donc on prend G égale le sous-groupe engendré par le 4 cycle 1, 2, 3, 4, comme on avait fait tout à l'heure. Et maintenant, vous aviez déjà cette égalité à admettre. Il y a aussi ces petits calculs qui viennent des représentations induites. Alors, vous avez des formules qu'on appelle les formules de Mackay, vous avez la réciprocité de Frobenius et des choses comme ça. Et vous avez aussi des méthodes combinatoires. Et bref, en fait, avec quelques petites recettes de cuisine, il est très facile de calculer comment notre représentation ρ se décompose en représentation irréductible. Là, la représentation ρ, je vous rappelle que l'indice ici de z sur 4z, c'est 6 dans S4. Eh bien, on va avoir ici une représentation de degré 6. Et en fait, ça va se décomposer en 1, plus 2, plus 3. Et vous allez avoir ces trois représentations irréductibles sans multiplicité, donc c'est assez sympathique encore. Hein, voilà les partitions qui vont intervenir. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir retrouver, d'accord, regardez, quand on va faire la somme des trois, alors ça veut dire que P est égal à S de cette partition plus S de cette partition plus S de cette partition. Donc ce polynôme plus ce polynôme plus ce polynôme. Donc pour k égale 2, eh ben, on retrouve ce qu'on avait ici. C'est-à-dire c'est cette multiplicité 2 ici, hein, puis pour le reste, que de la multiplicité 1. Mais maintenant, on se rend compte qu'il va se passer quelque chose à partir de 3. Après 3, ça va se stabiliser, mais à partir de 3, il va y avoir un déclic, c'est-à-dire qu'à partir de 3, on va avoir un polynôme non nul ici. Donc on va avoir des coefficients supplémentaires. Alors, je dis à partir de 3, parce que si vous rajoutez des couleurs, vous allez avoir rien de nouveau finalement. Hein. Vous allez toujours avoir, si vous rajoutez des couleurs, du 2, 1, 1. Ici, des monômes de degré 4 avec la décomposition de 1, 1. Donc, il est intéressant de voir l'apparition d'une multiplicité surnuméraire, en quelque sorte, pour k égale 3. Alors,
on va prendre 3 couleurs. Bah, je vais prendre blanc, noir et croix. D'accord? Donc ça, ce blanc, ce sera 1, noir, ce sera 2, et puis croix, ce sera 3, par exemple. Alors, maintenant, regardons ce qui va se passer. Il va y avoir un problème. Pas un problème, c'est peut-être une joie. Hein. Un coloriage supplémentaire qui va rajouter une multiplicité au coloriage, au polynôme, hein, de générateur de coloriage, qui va être en 2, 1, 1. Alors prenons par exemple le cas où on a 2 blancs, 1 noir, 1 croix. D'accord? Donc ce monôme-là. Eh bien, il va apparaître ici, ici et ici. D'accord? Donc ici, une fois, avec 1, 1, 2, 3. D'accord? Je veux 2, 1, un seul 2 et un seul 3. Donc c'est la seule façon d'avoir un tableau semi-standard. Maintenant, quand on a cette forme-là, ben, je vais avoir 1, 1, 2, 3. C'est la seule façon. Et maintenant, avec cette forme-là, c'est ça mon nouvel élément, là. 1, 2, 3 et 1. Donc je vais avoir 3 coloriages modulo z sur 4z possibles avec 3 couleurs. Donc regardez, ils ne sont pas difficiles à obtenir. Ici, on a blanc, blanc, croix, noir. Blanc, blanc, noir, croix, qu'on ne peut pas obtenir. On pourrait l'obtenir par symétrie. Et blanc, noir, blanc, croix. Qui revient à blanc, croix, blanc, noir. Hein. Il suffit de faire un demi-tour. Donc ça, c'est pas un problème. Donc on en a exactement 3. D'accord? Alors, par exemple, si au lieu de faire agir z sur 4z, on faisait agir d4, alors d4 est un sous-groupe d'indice 3. Donc ici, on aurait une représentation de degré 3. 1 plus 2, ici ça fait 3. Et en fait, il y a ça qui disparaîtrait. Ce qui fait que, en fait, étant donné qu'avec D4, on s'autorise des symétries, il y a ça qui disparaîtrait. Voilà. Bon. On peut s'amuser à l'infini. Hein. On peut s'amuser à l'infini. On peut s'amuser avec tous ces sous-groupes de S4, comme par exemple avec un tétraèdre. D'accord? Avec les isométries positives, c'est A4, ça on l'a pas fait, A4, ou A4, on aurait ρ de la représentation triviale, plus ρ de la représentation signature. S4, avec les isométries tout court du tétraèdre, où on aurait juste ρ de la représentation triviale, vous pouvez vous amuser avec autant de couleurs que vous voulez, et là on se rendrait compte que le tétraèdre, à partir de 4 couleurs, ça y est, il se stabilise, de la même manière qu'ici, ça se stabilise à partir de 3 couleurs. Hein, voilà. Bon, c'est des choses passionnantes, hein. Vous pouvez colorier Elmer l'éléphant, si vous connaissez le groupe d'Elmer.